Bonjour, je m'appelle Lina Blanchet. Je suis une Québécoise de 57 ans. J'ai une grande fille de 35 ans et j'ai un petit-fils de 4 ans. J'ai eu un grave accident de moto en 2004. J'avais à l'époque 38 ans. J'ai eu un traumatisme crânio-cérébral sévère. Ce qu'on me rappelle, ce qu'on me dit, parce que notre mémoire étant scellée, on ne se rappelle pas de tout. J'ai été 1 mois dans le coma, 2 ans et demi en réadaptation, paralysée complètement du côté droit. Durant ma période de réadaptation, on a la réinsertion à la vie, si on veut, à l'étape 1. On a la réinsertion plus, je pourrais pas dire l'évaluation physique, peut-être réapprendre à marcher ou pouvoir s'exprimer comme il faut, ou peut-être vérifier si on est capable de vivre seul ou des choses comme ça. Et puis ensuite, on a comme ce que moi j'ai appelé la réinsertion sociale. Le retour au travail, si c'est possible, c'était mon but ultime de pouvoir retourner au travail. Et puis, ça a pris beaucoup de temps, cette période-là de ma vie, ça a pris 2 ans et demi pour malheureusement me faire dire que je suis incapable de retourner sur le marché du travail. J'ai essayé avec la compagnie pour laquelle j'étais. Ils ont fait beaucoup de compensations. Ils voulaient vraiment me revoir de nouveau. Ça n'a pas fonctionné. Et puis ça a été, je dois dire, avec tout ce qu'un traumatisme crânien apporte à un individu, le changement que ça apporte dans sa vie, sous tous les aspects possibles. Mon deuil le plus important a été de ne pas pouvoir retourner au travail. Ça a été, encore aujourd'hui, maintenant je peux dire que j'ai appris parce que ça fait quand même longtemps. Mais alors suite à ça, suite à cette malheureuse nouvelle que je ne pourrais jamais retourner au travail, je me suis retrouvée avec un problème d'identité. J'avais plus vraiment mon identité. Mon identité étant la travailleuse mastodonte que j'étais. Alors j'ai remplacé ça par du bénévolat, qui a quand même un point vraiment intéressant parce que tu as l'impression de donner, tu as l'impression de t'accomplir et tu n'as pas la pression d'un employeur où tu dois performer au-dessus de tes capacités, pour être encore meilleur et tout ça. Alors j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis ensuite, avec le temps, avec l'association à laquelle je fais partie, on apprend à vivre avec un traumatisme crânien. Et puis là maintenant, depuis plusieurs années, ma fille a ouvert un salon de toilettage, alors je vais l'aider 3 fois par semaine. Alors ça me donne quand même de l'entre-gens, ça me fait avoir une cédule. C'est important en tant que traumatisme crânien, selon moi évidemment, d'avoir une cédule, de pouvoir d'avoir un horaire. Tu sais, quand les gens me disaient « Ah, t'es chanceuse, t'es comme toujours en vacances. Non, c'est pas de la chance, c'est pas agréable, mais pas du tout. Alors là, comme ça, j'y vais pas très souvent, mais ça fait du bien. À chaque fois, j'y vais. Alors, c'est agréable. Ce que j'ai appris à faire, c'est de faire le mieux avec ce que j'avais. Bonjour, je m'appelle Julie Mercier, je suis neuropsychologue ici au Centre de réadaptation Lethbridge Layton McKay, le site Constance Lethbridge. Je suis neuropsychologue ici depuis 5 ans au programme des traumatismes crânio-cérébraux. Par contre, j'ai œuvré auprès de personnes avec des traumatismes crânio-cérébraux dans le passé depuis à peu près 10 ans. Donc, ce qu'on va faire pour accompagner les gens là-dedans, c'est, premièrement, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience que peut-être, d'une part, à cause de la blessure qui fait en sorte que
on a plus de difficulté à mettre des freins sur les petits trajets dans notre cerveau qui sont mieux huilés, ou d'autre part parce que du fait qu'on est plus stressé, peut-être à cause d'un retour au travail, on a tendance à vouloir rester dans une zone de confort où on se sent en contrôle. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça s'exprime? Puis est-ce qu'il y a des gestes ou des comportements qu'on a qui sont particulièrement problématiques? Puis est-ce qu'on peut essayer d'en utiliser d'autres? Mais premièrement, il faut prendre conscience qu'on est pris avec cette situation-là. Donc, on va vouloir promouvoir la prise de conscience. Des fois, les gens, ça va aller au-delà dans notre contexte ici de réadaptation, ça va aller au-delà de l'évaluation neuropsychologique parce que des fois, de juste savoir qu'on a un défi au niveau de la flexibilité cognitive, de l'inhibition, c'est pas très concret. Fait que de mettre la personne dans des mises en situation qui s'apparentent au travail, puis de voir quel genre de défi la personne, à quel genre de défi la personne fait face, ça va être plus facile après ça de prendre conscience que ben là, on a peut-être besoin de stratégies d'accommodement, de stratégies alternatives. Puis après ça, on va pouvoir faire d'autres mises en situation, peut-être graduellement de plus en plus demandantes ou posant de plus en plus des défis pour que la personne puisse mettre en application des stratégies pour un peu contourner ou gérer là, cette plus grande rigidité-là. Bonjour, je m'appelle Dr Emmanuelle Séca. Je suis graduée de la dentisterie en 2004 à l'Université de Montréal. J'ai eu 3 grands deuils. Moi, je dirais le premier que je suis qualifiée ensemble familial et amical. J'ai eu le deuil professionnel puis le deuil personnel aussi. Le premier, familial, amical, c'est que les gens ils comprennent pas ce que c'est un traumatisme crânien. Puis depuis que je marche, les gens pensent que je suis normale, que je suis redevenue comme avant. Au niveau professionnel, il a fallu que je fasse un deuil puisque je peux plus, on m'a déclaré invalide cette année. Ma main ne pourra pas fonctionner comme avant. Au niveau personnel, écoutez, je suis plus sharp comme avant, je n'ai plus la précision, la facilité de faire diverses tâches en même temps. Donc ça aussi, ça a fallu accepter ça. Alors, bonjour, je suis Diane. Je suis la mère d'un garçon de 37 ans qui a eu un TCC il y a 3 ans, un grave accident de voiture. Moi, je suis Patrice, le conjoint, le père de Sato. Je le nomme parce qu'il a quand même une certaine densité, mais je n'aimerais pas son nom de famille. C'est l'anticipation de l'avenir, je pense, qui pose plus de problème. Il est autonome, il n'a pas besoin vraiment de devenir autobouchant, même s'il oublie beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui va se passer après si on n'est pas là? Pas pour le diriger, tout ça, mais des fois ramasser un petit peu les pots cassés, ou donner un certain support à ces étapes-là qu'il va devoir vivre. Ça, c'est plus questionnant, ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, et les premiers deuils que moi j'ai eus, c'est au moment où on l'a vu la première fois. La première fois à l'hôpital. Comme son grand frère disait, 9 tubes qui allaient vers Sarto et autant qui retournaient vers les appareils. Alors, c'est oui le deuil de la carrière, parce que c'était dans une grande organisation et il avait une très bonne réputation, mais c'est aussi le deuil. Il était à une étape de sa vie d'avoir une conjointe et son souhait était aussi d'avoir des enfants. Alors ça, pour moi, c'est aussi les petits-enfants, c'est le deuil de voir grandir notre garçon pleinement épanoui, alors qu'il est couché sur son lit. Donc le deuil des enfants, le deuil de la carrière, le deuil de tout ce qu'il pouvait reconnaître, ou aussi
le deuil de voir qu'on avait à s'intégrer et développer des capacités de prochain an et pas savoir jusqu'où ça allait, alors que les médecins nous disaient il va y avoir des séquelles épouvantables, alors qu'après 3 ans, ce qu'on voit, qui a atteint un niveau d'autonomie très acceptable dans la vie. Alors, c'était les plus grands deuils, je pense, à ce moment-là. Tout le long de son cheminement, ça a été difficile de savoir, de comprendre, même pour nous, parce que c'est devenu une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas. On la connaissait d'avant l'accident, et c'était clair que maintenant, dans son cheminement, il n'était pas la même personne. Et c'était même inquiétant pour les proches de la famille, parce qu'il avait bien sûr au début des réactions un peu difficiles avec les autres. Et ça amenait les gens à être un peu le mettre à l'écart. C'est ce que ça amenait. Il mettait à l'écart et il n'avait pas confiance. Il ne reconnaissait pas Sarto dans ses ajustements. Mais aujourd'hui, on voit, après 3 ans et demi, que les gens vont vers lui. C'était pas le cas. Les gens qui avaient le plus peur de ses réactions, maintenant, vont faire des blagues avec, en leur ayant moins peur de ses réactions. Maintenant, Sarto a plus de contrôle aussi maintenant sur ses réactions. Or, contrairement au pronostic qu'on nous donnait à la sortie de l'hôpital, où il était pour avoir des séquelles épouvantables, vraiment, on encourage les gens à bien vivre et essayer de comprendre c'est quoi cette nouvelle personne. Je pense que c'est super important. Et pas essayer de rechercher ce qu'il était avant, mais de vivre avec la nouvelle personne. Moi, je dirais, vous êtes maintenant face à une nouvelle personne qu'il faudra apprendre à connaître et à accompagner et à grandir. Parce qu'il y a des chances que cette personne-là soit une belle personne dans la vie aussi, et ça vaut la peine de l'aimer puis de la